Il y a encore peut-être une place assise là, sinon c'est au fond, tabouret, Il y en a une là. c'est sur un banc. Voilà. Voilà. On reste en cuisine. On est en famille, c'est bien. Donc bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. On va commencer donc notre rencontre hebdomadaire. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est voilà, les gens qui ne connaissent pas la boutique, on existe depuis 18 ans et depuis une dizaine d'années on fait des rencontres régulières. On profite de la sortie de DVD. Puis c'est un choix très subjectif aussi, un peu voilà. On choisit les films qu'on a envie de défendre, de mettre en avant. Et moi je suis très heureux d'avoir ce soir avec nous Claude Pechtold, réalisateur du film River Boom, que j'ai découvert en fait il y a un an, parce que je l'ai présenté dans le cadre d'un festival qui s'appelle Vision Sociale à Napoule. Et c'était dans le sud, c'est un festival temporel de Cannes, et puis qui a envie de défendre une certaine canine éditoriale, voilà, qui est porteuse de certaines valeurs. Et River Boom m'avait marqué, amusé, fait réfléchir, tous les ingrédients comme ça qui me plaisent dans un film. Donc j'avais envie de... Voilà, j'en ai beaucoup parlé à mes collègues qui l'ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça me fait très plaisir de voir que les retours ont été assez unanimes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment aimé le film, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est aussi pourquoi de ces rencontres, c'est de mettre en avant des films qui parfois sortent un peu... je sais pas, il y a une sortie qui n'a pas été non plus spectaculaire. Voilà. Donc peut-être nous dire un mot déjà, toi, sur peut-être la sortie de ce film, ou comment il est arrivé, comment il a atterri dans les salles, ou merci beaucoup Manfred de l'invitation, merci à Potemkin de m'inviter. Moi c'est un endroit que j'apprécie particulièrement, j'ai vécu 10 ans à Paris, donc je suis venu assister à certaines conférences, je suis très content je rêvais d'être à la place aussi du calife, donc je serai pendant 1 heure et merci beaucoup d'être venu m'écouter. La sortie du film, évidemment pour moi c'est un miracle parce que c'est un documentaire cinéma. C'est un format que les Suisses affectionnent particulièrement. Et en général, la vie d'un documentaire cinéma, c'est 3 ans de travail. Et ensuite, on le projette dans un cinéma, en général dans notre village, parce que là, il y a des gens qui viennent. Et les tantes et les oncles se libèrent et vont voir le film. Et ensuite, c'est à peu près tout. Et là, en fait, grâce à mon ami Mohamed, qui est avec ici ce soir, il m'a dit un truc... en Suisse, on n'a pas vraiment compris, mais que les Français ont compris depuis longtemps, c'est que quand vous avez fini un film, c'est là que le boulot commence. C'est-à-dire qu'il va falloir le vendre. Les gens ne vont pas venir voir votre film juste comme ça, parce qu'il existe. Et donc il m'a dit, écoute mon gars, si tu veux trouver un distributeur à Paris, en France, il va falloir que tu ailles le chercher. Et les films, on ne les choisit pas sur un écran d'ordinateur, on les choisit dans une salle. Et donc, loue une salle et remplis-la. Et donc, j'ai dit à mes producteurs, il faut qu'on loue une salle à Paris, qu'on projette le film et qu'on invite tout ce qu'on peut pour qu'on remplisse la salle. Et donc, on a loué une salle à Bastille de 300 places et pendant 1 mois, j'ai harcelé tout le monde. Et ma femme a fait un gros travail parce qu'elle est parisienne depuis très longtemps. Donc, elle connaissait du monde et on a rempli la salle. Et dans la salle, évidemment, il y a toujours un distributeur ou un producteur qui a un ami distributeur, et c'est comme ça qu'en 2 jours on a trouvé un distributeur pour la France, ce qui pour nous les Suisses c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène, c'est-à-dire que tout d'un coup la France le cinéma c'est pas quelque chose de vital en Suisse, c'est quelque chose on a un CNC suisse qui met de l'argent pour faire du cinéma et tout le monde dit c'est important le cinéma. Mais en France, personne dit c'est important le cinéma parce que c'est quelque chose d'évident. Truffaut dit 60 millions de critiques de cinéma en France, et c'est vrai. En fait, en France, le cinéma c'est quelque chose de sérieux. C'est pas un truc. On fait un film, après n'importe qui peut venir vous dire ce qu'il en pense. C'est quelque chose. On passe 1h30 dans une salle et on en pense quelque chose, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et moi j'ai découvert ça, moi qui ai vécu à Paris, je ne m'étais pas rendu compte à quel point la France c'était vraiment la capitale mondiale du cinéma. Et donc, évidemment que pour moi, sortir en France, c'est extraordinaire.
Et j'ai fait beaucoup de festivals, beaucoup de présentations en salle, et c'est dingue, vraiment, de rencontrer le public français. Je fais tout à l'envers parce que en général je commence par poser une question rituelle à l'invité qui est la première image de son film et tout ça. Donc je fais tout dans le mauvais sens. Mais j'ai pas dit que tu étais photographe, c'était quand même ton métier. Oui, mais ce film a été fait à l'envers et dans le mauvais sens, donc c'est la bonne manière de... oui, moi en fait j'étais même pas photographe, moi j'ai une formation de typographe, j'ai fait une formation à l'école cantonale d'art de Lausanne. Et j'ai été plongé dans le monde de la photographie et plus tard du cinéma avec ce voyage en Afghanistan. Et donc moi, je suis embarqué par hasard dans cette voiture, et ceux qui ont vu le film comprendront puisque je l'explique dans le film. Et donc je m'accroche à mon appareil photo, un petit appareil photo pour photographier parce que c'est la seule chose que je sais faire. Et Serge me dit, mais... Alors je précise, ouais. Serge Michel, qui est journaliste au Monde, qui est directeur adjoint des rédactions du Monde. Qui était directeur adjoint des rédactions au Monde, oui. Et Paolo Wood, qui est photographe. Oui, qui est photographe de guerre. Mais quand je le rencontre, Paolo, il a terminé ses études d'histoire de l'art à Florence, il a son propre labo de photo, il développe, il a un labo qui développe pour les grands photographes. Et un jour, il décide qu'il va photographier lui-même et qu'il va devenir photographe de guerre. Et donc, quand je le rencontre, Paolo, il applique à la lettre les préceptes du photographe de guerre. Il ne s'est pas encore libéré. Il essaye de faire comme Capa. Et il a une immense culture photographique. Et donc, moi, j'ai aucune culture photographique. Moi, j'ai une culture typographique et cinématographique. Mais alors, la photo, vraiment, c'est pas mon monde. Et donc, je débarque à Kaboul avec Serge, pour des raisons obscures. Enfin bref, j'arrive à Kaboul. Et en fait, Serge dit, il est photographe. Et Paolo, en fait, il pique un phare parce qu'il est furieux qu'il y a un deuxième photographe. Parce que, alors, il y a une chose que les photographes de guerre ne supportent pas, c'est la présence d'un deuxième photographe. Parce qu'évidemment, c'est la concurrence, quoi. C'est des loups solitaires. Et deux photographes sur la même scène, voilà, il y aura deux photos, en fait. Et donc, Serge me dit, achète une caméra et puis filme, et tu feras le film du voyage. Et donc c'était une manière de faire passer la pilule à Paolo. Mais moi j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour filmer. Je leur promets que je ferai un grand film. Parce qu'en fait, il y a un autre truc avec le cinéma, et moi j'ai toujours pensé que le cinéma, c'était arriver dans le monde du cinéma, c'était un peu un accomplissement. Moi, ça a toujours été mon univers où je me sentais en sécurité, le cinéma. Et j'avais compris que moi qui n'étais rien, j'étais avec un grand reporter qui avait déjà le prix Albert Londres, qui était vraiment j'avais un photographe de guerre qui connaissait tout de la photographie. Et donc, je pensais les impressionner, et ça a été le cas en disant, oui, mais moi, je vais faire du cinéma, parce que le cinéma, c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Les journalistes, ils maîtrisent beaucoup de choses, mais le cinéma, c'est un truc un peu en dessus, comme ça. Et en fait, j'ai filmé n'importe comment. En fait, je filmais surtout pour exister dans ce monde de l'Afghanistan qui était surtout rempli d'ONG, de militaires et de journalistes. Et donc, avec mon petit appareil de photo, je ne passais pas du tout pour un vrai photographe. Par contre, avec une caméra vidéo, j'étais le caméraman de l'équipe. Et donc, je filmais, et l'autre chose, c'est la raison pour laquelle ce film existe, c'est qu'en fait, j'aurais pris la caméra et j'aurais fait semblant de filmer si, en Afghanistan particulièrement, il y avait une terreur des caméramans parce que les attentats étaient accomplis en cachant des bombes dans les caméras. Le commando Massoud a été assassiné par un faux commando, enfin un vrai commando de faux journalistes, et la bombe était dans la caméra. Et donc, Serge m'avait dit, ta caméra, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle tourne tout le temps. S'il n'y a pas d'une bombe dans ta caméra et qu'on ne voit pas l'image, les mecs ils vont t'arrêter en fait. Et donc, je suis obligé de filmer. Et donc, je filme, et puis voilà. Et à la fin, j'ai ces images qui pour moi n'ont pas beaucoup d'importance. Et je n'ai aucune idée de comment on gère des images. Et donc, je les donne à un ami de confiance, et cet ami perd ses bons progressivement, en fait. Comme on perd. On peut perdre les choses progressivement. Alors, c'est comme ça, c'est ces choses qu'on oublie, on fait oui, je m'en occupe, oui, mais j'ai pas eu le temps ce mois-ci, mais ah là. Alors, moi, je commençais ma carrière de photographe, et petit à petit, il perd ses cassettes. Tout d'un coup, il les trouve plus du tout. Et plus j'insiste, plus il dit vraiment qu'il est désolé, mais qu'il ne trouve pas ses cassettes. Et en fait, il faudra attendre une bonne quinzaine d'années pour qu'il vende sa maison et qu'il trouve la mallette, parce que j'avais tout mis dans une mallette. Il n'y avait pas seulement les bandes d'Afghanistan, il y avait aussi toutes les bandes d'Irak, parce qu'après,
L'Afghanistan, on a fait un voyage en Irak en 2004. Enfin, Serge et Paolo suivaient les invasions américaines et moi je suivais Serge et Paolo. Et donc j'avais mis toutes ces bandes bien classées dans une mallette. Et donc c'était assez drôle, j'avais bien... C'est une mallette très protégée, les bandes étaient numérotées de 1 à 100. Et ça a été totalement perdu. Mais ensuite, elles ont été totalement retrouvées. C'est-à-dire que quand il a retrouvé la mallette, j'avais tout en fait. Et je ne savais pas quoi faire de ça, mais Serge et Paolo, à qui j'avais promis un film, m'ont dit, bon, maintenant tu vas faire ton film. Et donc voilà, j'étais obligé de réaliser ce film. Mais tu réalises ce film, mais tu ne réalises pas n'importe quel film. C'est-à-dire qu'à partir de ces bobines, il y a quand même un film qui s'installe, qui a un ton particulier. Il faut imaginer quand même que ce sont des images qui parlent d'un pays en guerre, qui parlent d'un pays qui accueille, entre guillemets, l'armée américaine un an après le 11 septembre. C'est un pays qui n'a pas forcément envie, ou qui ne voit pas souvent des Occidentaux. Donc il y a une sorte de tension permanente, et en même temps, ce que tu vas filmer, c'est le périple de votre périple à travers le pays, et avec une sorte d'insouciance, de légèreté, d'humour, d'une sorte d'émerveillement, de conscience et de non-conscience du danger. Comment tu arrives à tricoter ton film avec ces images et en y instillant ce ton-là D'abord, en fait, l'Afghanistan en 2002, c'est pas tout à fait un pays en guerre, en fait. Il y a effectivement une invasion qui n'est pas seulement américaine, une occupation, disons, qui est occidentale, puisque c'est l'OTAN qui est par là-bas, en fait. Donc il y a une trentaine de nationalités, il y a des soldats de tous bords. Il y a des Australiens, il y a des Danois, il y a des Finlandais. Enfin et en fait, étonnamment, Kaboul, il y a 2000 journalistes, il y a 100 000 expatriés, des ONG, l'ONU, tout le monde est là. Mais on sort de Kaboul et on ne voit plus personne. On ne voit plus aucun occidental, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande concentration des occidentaux dans des zones qui sont protégées, en fait, plus ou moins protégées. Puis ensuite, quand on sort dans la Pampa, on n'a pratiquement plus aucun contact avec l'Occident. Et donc on arrive dans un pays, et à un moment très particulier, puisque en fait, l'Afghanistan, c'est au milieu du calvaire afghan, qui dure 40 ans et qui continue maintenant. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'était le pays en paix. Donc nous, on suit la route d'Ella Maillard, qui est une écrivaine voyageuse suisse, qui a fait ce périple en 1939, quand l'Europe entre en guerre, et l'Afghanistan, c'est le pays de la paix. Donc elle fuit la guerre européenne et elle part en paix en Afghanistan. C'est d'abord un pays de paix, en fait, à ce moment-là. Il y a une longue période de paix pour l'Afghanistan. Et en fait, l'invasion soviétique met un terme à ce calme. C'est la guerre contre les soviétiques. Ensuite, les soviétiques partent. Les talibans, il y a une guerre civile entre chefs de guerre qui détruit les villes. Donc les soviétiques tapent sur les campagnes parce qu'ils maîtrisent les villes. Les villes ne sont pas encore détruites. Quand les soviétiques partent, ce sont les chefs de guerre qui vont s'entretuer. Donc Kaboul va être bombardé. Voilà. Tout le monde veut être calife, à la place du calife. Et voilà. Et ensuite, les talibans prennent le pays et chassent les chefs de guerre et établissent une espèce de paix. Mais ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est une paix très liberticide. Ce que tu n'as pas précisé, c'est que cet Afghanistan, ce pays de la paix, c'est un pays assez émancipé au niveau du... Tu parles de l'époque. Oui. Tu parles du vote des femmes. Il y a deux pays, en fait. Un peu comme beaucoup de pays, en fait. Il y a les villes qui sont très émancipées. L'université de Kaboul, c'est une université très émancipée, où il y a, quand les Russes partent, quand les Soviétiques partent, il y a 40% de professeurs femmes à l'université de Kaboul, ce qui est dingue. Ça n'existe pas, en Suisse ça n'existe pas en fait, toujours pas maintenant. Par contre, les campagnes, au contraire, elles se sont radicalisées, puisque les gens que l'Occident a financés, ce sont les héros, les moudjahidines qui se battent contre les soviétiques, mais enfin, ils ne sont pas pour la liberté des femmes, ces gens-là. Et plus ils sont radicaux, plus ils reçoivent d'argent. Donc ça, c'est la politique américaine, mais occidentale, parce que tout est bon pour se battre contre les soviétiques. Donc effectivement, il y a deux pays, et quand nous on y arrive, on arrive dans les campagnes. Donc on arrive dans les campagnes qui sont très liberticides pour les femmes. C'est pour ça nous on n'a pas accès aux femmes en fait. On ne rencontre pas de femmes en fait, parce qu'on rencontre des hommes en armes. On rencontre que des mecs avec des kalachnikovs. Mais cette période de 2002, contrairement à ce qui s'est passé en Irak,
tout d'un coup, il y a une espèce de bouffée d'oxygène et on y croit. C'est-à-dire que la promesse de l'Occident qui dit on libère l'Afghanistan et on va faire une démocratie, où ce sera le pays de la liberté, eh bien il y a une petite période où ils y croient vraiment. Et c'est cette période qu'on vit en 2002. Et c'est le printemps afghan. Et donc il y a un espoir de dingo dans le pays en fait. Et tout le monde sort de ce cauchemar de 20 ans, pense que c'est terminé, espère que c'est terminé, et tout le monde veut être photographié en fait. C'est une période de dingue parce que moi j'ai jamais pris de photos de personnes qui ne voulaient pas être pris en photo. En fait. C'est des gens qui viennent vers moi et disent bah, tirez-nous le portrait. On a connu les talibans, la photo était interdite. On ne parle pas de photo. Donc on a envie qu'on... Voilà. Et c'était donc, en fait, c'était une période assez belle. C'était pas aussi tragique que maintenant. En fait. Mais ben oui, parce qu'on oui, on comprend mieux le pourquoi de tous vos trajets et les contacts que vous avez, même s'il y a quand même une dose d'inconscience ou d'insouciance quand même à aller dans des contrées qui sont quand même... il y a des chefs de guerre, des gens armés, où vous auriez pu... on perçoit peut-être pas ce danger, je sais pas comment le dire, on perçoit pas le danger à travers votre regard, mais quand même, tu as conscience qu'à l'époque, vous avez rencontré des personnes qui auraient pu ne pas vous laisser partir. Oui, après, ça c'est un peu le travail des reporters de guerre, en fait. Les grands reporters, ils font ça, en fait, c'est leur job. Moi, je connaissais pas du tout le monde des journalistes, donc je pensais que mes acolytes étaient normaux, et que c'était moi qui étais anormal, en fait. Donc je leur disais, ouais, c'est pas... Et ils avaient des théories qui m'assénaient comme ça, et comme ils étaient deux, j'étais obligé de les croire, et ils me disaient, par exemple, il n'y a aucune raison de s'inquiéter parce que plus on est proche du danger, plus on arrive à l'évaluer, donc plus on est en sécurité. Et ce qui en réalité est assez vrai. Et en fait, il a fallu quand même un mois de voyage pour que je me rende compte que c'était vrai. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir se protéger du pays, ça nous a mis en sécurité. Et en fait, nous, on était peut-être... Parce que tout le monde était parti pour sauver l'Afghanistan, mais cette méthode de travailler de Serge Barlot, qui était d'aller sur le terrain de manière très pacifique et très libre, c'est-à-dire qu'on était dans des taxis minables, Serge Barlot, enfin surtout Serge était habillé de manière, il ressemblait à un journaliste en fait, parce que pourquoi dépenser de l'argent pour les vêtements quand on est protestant, il faut acheter des livres, et donc... il parle farsi. Ah oui, alors lui il parle farsi parce qu'il il parle dari, enfin il parle farsi, qui est très proche du dari. Donc il s'en sort un peu, mais on a toujours eu un traducteur, sauf pendant une brève période, parce qu'en fait, il y a quand même le pashtun, c'est plus compliqué. C'est la même famille, mais c'est très différent, donc ça, je ne comprends pas le pashtun, et la moitié du pays parle pashtun. Oui, donc en fait, quand on arrivait dans des villages, on était pris en charge en fait. C'est-à-dire que les mecs ils disaient ces mecs il faut qu'on les aide en fait. Et c'était super parce qu'en fait on a toujours été accueillis à bras ouverts en disant mais c'est super, qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu de journaliste, écoutez bon déjà on va vous héberger et puis on va vous expliquer comment traverser les lignes et on a vraiment été accueillis. Et moi il m'a fallu quand même un certain temps, à peu près un mois, jusqu'à cette rivière Boum, pour comprendre qu'en fait on était en sécurité. Et on était en sécurité en réalité. Parce qu'on a toujours, chaque fois qu'on avait un problème, il y avait quelqu'un qui sortait du bois et qui avait une solution. Enfin, le dernier checkpoint, on le passe, on est sauvé par notre guide en fait, qu'on connaît depuis la veille, qui est un fixeur, ouais, qu'on connaît depuis 24 heures en fait. Et qui nous sauve, parce qu'il raconte qu'on est ses cousins, qu'on va à un mariage à Kaboul, que c'est pas les cousins les plus malins qu'il a. Et puis les mecs ils disaient effectivement, ça c'était très drôle, ils disaient effectivement, ils ne ressemblent à rien tes cousins, enfin c'était très drôle. Vous étiez habillé, vous aviez l'habit traditionnel Alors pour ce passage du sud, on était en habit traditionnel, parce qu'il y avait, le sud c'est le territoire des talibans, et donc là il y avait des snipers, il y avait des faux checkpoints, donc il fallait qu'on passe pour des Afghans, mais c'est notre traducteur, enfin c'est à Herat qu'on nous a dit, achetez-vous des habits normaux quoi. Et donc on s'est acheté des habits normaux, et on s'est immédiatement fondu dans la masse, c'est-à-dire pour vous dire, on est sorti du magasin d'habits, on avait ces habits qui sont super, très pratiques, et
et je parlais à Sergi Parlo, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne parlais pas à Sergi Parlo. Et donc, nous, on pensait qu'on nous serait immédiatement repérés, mais en fait, pas du tout. En fait. Tout d'un coup, on s'est fondu dans la masse, vraiment. Et donc, ce guide, il nous sauve la vie, en fait. Et on le connaît depuis 24 heures. Et il n'a pas un intérêt particulier à nous sauver. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la bonne volonté. Ce qui est aussi frappant, c'est, si je reviens au début du film aussi, c'est toute cette petite période dans la Green Zone, et puis ce fameux interview du général américain. Et là, en très peu de plans, on a tout ce qu'est l'Amérique, tout ce qu'a été l'Amérique à ce moment-là en Afghanistan, c'est-à-dire la sorte de déconnexion, de langue de bois, mais et puis ce concept d'ennemi comme ça, mais qui découpe totalement de la réalité de la réalité de ce pays. Et ça dit beaucoup de choses quand même de l'Amérique. Oui, qu'on est encore ailleurs, au-delà. Mais... Parce que c'est toujours un peu facile de dire c'est les Américains, mais on y était en Afghanistan, en fait, il y avait tout le monde. C'était vraiment les Occidentaux. Il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Allemands. Mais ce discours-là, quand même, on l'a quand même beaucoup entendu de la bouche des diplomates ou des militaires américains, j'ai l'impression quand même. Oui, moi c'est la première fois que j'utilise cette caméra et par miracle je découvre qu'il y a un zoom dessus et j'arrive à zoomer sur sur Colonel Davis qui a cette manière américaine de parler. Qui est assez beau en plus, qui est assez beau. Il parle comme un acteur en fait, un acteur hollywoodien. Et donc c'est fantastique. Et il nous dit, Serge pose une question un peu compliquée sur contre qui on se bat. Et lui, il comprend à peine la question, puis il dit mais de toute façon... il fait un peu le malin en fait, et c'est super parce qu'il se lâche un peu et il dit ouais mais de toute façon la seule chose qui compte ce sont des ennemis, la seule chose qui compte c'est qu'on est là pour les détruire. Et c'est vrai qu'il y avait très tôt, alors Serge et Paulo ont senti ça, mais en fait il a fallu quand même 20 ans et le départ des Américains pour qu'on analyse vraiment ce qui s'est passé en Afghanistan, mais il y a eu peu de nation building en Afghanistan, c'est-à-dire que c'était un échec. Alors il y a des tentatives, mais c'était surtout une préparation de l'invasion de l'Irak et c'était surtout des bases pour attraper Ben Laden, en fait, qui s'était enfui au Pakistan. Donc c'est vrai que ne serait-ce que le nom de l'opération. Le nom de l'opération, Justice sans limite. Oui, il faut y aller. Déjà, il faut Justice sans limite, ça s'appelle de la vengeance, je ne sais pas. Oui, il y avait quelque chose de très spécial. Mais encore une fois, quand les Américains y vont, tout le monde les suit et il n'y a aucun... Tout le monde est d'accord d'y aller en Afghanistan. Il n'y a pas de discussion, le Conseil de sécurité donne son aval et ils y vont très vite, en 3 mois ils y sont, parce que c'est en septembre, c'est même 2 mois après qu'ils atterrissent en Afghanistan. Encore une fois, avec le temps, le temps est là, les Turcs, enfin, tout le monde y est. S'il y a déjà des questions ou des autres... Oui. Est-ce que vous auriez eu une vision différente si vous aviez trouvé les bobines, si vous aviez eu les bobines peut-être 5 ans après, et le fait que vous les ayez eu, je ne sais plus combien de temps après. Oui, le film est sorti 20 ans après, que vous voyez l'évolution de l'Afghanistan. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que j'étais pas capable de faire un film quand je suis rentré d'Afghanistan, mais je pense que j'aurais fait le plus le malin en fait. Moi j'ai eu des enfants, ça change. J'aime bien donner un peu des informations qui soient. Je pense que j'aurais plus fait semblant d'être un vrai journaliste et puis de dire des choses. Moi je suis pas tellement. À part ça, je décris une situation, mais je suis pas un moraliste sur ce qui s'est passé ou sur. Toujours. C'est facile de critiquer les Occidentaux aux Afghanistan parce que moi j'ai déjà du mal à éduquer mes 2 enfants. Donc, quand il faut, tout d'un coup on décide qu'on va gérer un pays comme l'Afghanistan, c'est pas évident. Moi j'ai toujours abordé le voyage comme un voyageur et je le raconte comme un voyageur. Et donc j'ai pas de jugement en fait. Je juge pas non plus les Afghans dans les campagnes. Moi j'y étais allé pour découvrir l'Afghanistan. Je l'avais lu. L'Afghanistan c'est un espèce de pays de rêve. Tout le monde rêve d'aller en Afghanistan. Les empereurs mongols rêvaient de l'Afghanistan. Certains se sont fait enterrer en Afghanistan. Ça fait
des millénaires que c'est un pays qui fait rêver en fait, qui est vraiment quelque chose de très particulier. Et même encore maintenant, après les talibans, après les destructions, ça reste un pays magique. Et donc, moi, je rêvais d'y aller. Et quand Serge m'a dit, je pars en Afghanistan, je me suis dit, bon, je vais à Kaboul, peinard, et puis après je rentre, mais au moins je l'aurais vu en fait. Après, il se trouve que j'ai dû y rester et que je les ai suivis. Ça, c'est l'histoire du film. Parce qu'il y a quand même aussi un fil narratif du film qui est le fil du conte, de l'histoire familiale, du roman familial. Et ça, je trouve que ça donne s'enchevêtre là, ce périple-là, de ces trois amis, grands reporters, dans cette adversité-là, et ce roman familial où vous devenez des personnages. Chacun des personnages devient... c'est drôle parce que je t'ai demandé une liste de films et tu y as ajouté des noms de bandes dessinées, de livres, et personne ne fait jamais ça. Et ça m'a renseigné aussi sur ton film et sur la façon dont tu l'as construit. Je ne sais pas si tu veux nous parler de ça. Oui, alors moi, Serge et Paolo, ils étaient très contents du film à la fin. Hein. Ils m'ont poussé à le faire, donc ils m'ont laissé carte blanche, donc j'ai fait vraiment ce que je voulais. Et à la fin, ils m'ont quand même dit... tu nous avais dit que tu ferais un film sur 2 reporters en Afghanistan, et à la fin, tu as fait un film sur toi et ta maman. Et c'est vrai, en fait. C'est que plus je montais ce film, puisque je l'ai construit au montage, en réalité, je l'ai fait à l'envers. J'avais des images, mais je n'avais pas d'histoire. C'est devenu de plus en plus un récit personnel. Voilà, on comprend parfois, 20 ans plus tard, ce qui s'est passé réellement, en profondeur, dans la tête du voyageur que j'étais, en fait. La mise en perspective, c'est vraiment extraordinaire, mais je pense que c'est aussi pour ça que les gens sont écrivains ou cinéastes. Voilà. C'est que le fait de se placer dans une histoire, ça permet d'avoir un point de vue sur soi-même. On voit tout d'un coup plus clairement les choses, en fait. Donc oui, on est devenus des personnages, et des fois je me disais, ouais, il faut caractériser les personnages. Tu parlais du début du film. Moi, mon début du film, c'était une engueulade entre Serge et Paolo. Donc, mon souvenir de ces bandes que j'avais perdues, c'est que je savais qu'il y avait une longue engueulade. Au début, il y a une minute d'engueulade, et c'est pour ça que j'ai cité Réservoir Dogs de Tarantino, mais tout d'un coup, on était dans un film. Tout d'un coup, ils étaient dans leur rôle, ils s'engueulaient avec tellement de véhémence qu'ils étaient des acteurs extraordinaires. Et j'avais mon début, voilà, parce que j'avais mes personnages qui étaient caractérisés. Et c'est ça, c'est la force d'un film, c'est tout d'un coup, on s'accroche à des personnages et on va les suivre, en fait. Reservoir Dogs, qui à mon avis est le meilleur film de Tarantino, même si moi je ne suis pas un adepte de la violence et du sang et des trucs comme ça. Il y a cette scène extraordinaire où c'est cette bande de malfrats, on n'a pas encore compris que c'est une bande de malfrats, mais ils sont au restaurant, et il y a Steve Buscemi qui dit, ils payent, puis ensuite ils vont faire un casque horrible, ils vont tuer des gens et tout, mais ils payent, et Steve Buscemi ne veut pas payer le pourboire. I don't tip. Aux États-Unis, ça fait partie, il faut payer. Et là, tous les autres bandits sont ultra choqués. C'est comment you don't tip, mais tu as aucune morale, enfin, cette pauvre fille, elle nous sert, comment c'est comme ça qu'elle vit? Parce que moi chez lui, non, je refuse, ça sert à rien. Je dis, bon, ça sert à rien, tu peux pas dire ça, tu es qu'un égoïste et tout. Cette discussion, je pense que une des inventions de Tarantino, c'est de prendre des gars qui sont des malfrats, et dans ce roman noir, dans ce film de bandits, et bien tout d'un coup, il sort complètement, c'est une comédie, ça commence par une comédie. Et Buscemi, il est parfait là-dedans, en fait. Et moi, j'avais, dans ce décor dramatique où il y a des talibans, on était cachés, on risquait notre vie, il y avait 2 mecs qui parlaient de comptabilité. Et 2 protestants qui parlent de comptabilité, voilà, il faut y aller, quoi. C'est vraiment, c'est toi, t'as dépensé trop d'argent, parce que tu l'as fait à l'italienne, parce que tu sais pas, mais l'autre avec moi, je vois le français, les Français ils sont carrés, et puis l'autre, et puis Paolo qui répond, mais non, mais toi, c'est une espèce de protestant, t'as mauvaise conscience coupable et tout. Il y avait tout, en fait, dans 5 phrases, j'avais tout, en fait. Et c'était mon début. J'avais mon début de film. Je savais pas du tout où j'allais aller, mais j'avais confiance dans mon début de film. C'est comme ça que je l'ai commencé. Et ensuite, il a fallu, à partir de là, faire un film. Mais j'avais mon trailer, c'était cette engueulade. Voilà. Et en fait, la discussion, l'engueulade dure 1h30. Donc pendant 1h30, ils épuisent mes bandes d'engueulade. En fait. Et plus je les filme, plus ils en rajoutent parce qu'ils veulent avoir raison. Parce qu'ils oublient complètement la caméra, mais ça les booste en fait. Et ça devient des fantastiques comédiens. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon film. Oui, mais en creux, le personnage principal, le narrateur, c'est toi qui te dévoile petit à petit, et eux sont très caractérisés,
dans leur histoire familiale. Et toi, tu te mets en scène aussi dans la disparition de tes parents, cette aventure-là, tu ne sais pas vraiment où elle va te mener. Et puis ce point-là, ce fameux cette rivière, River Boom, qui est aussi le centre de gravité, un centre un peu affectif aussi, une bascule, un personnage bascule. Enfin, je dévoile pour ceux qui ont vu, mais je pense pas, même si on le revoit, qu'on spoil trop, mais c'est comment raconter sa petite histoire dans cette grande histoire, dans cette... Oui, oui. C'est-à-dire que moi, je suis aussi protestant, et je ne parle pas tellement de mes sentiments, en fait. C'est pas un truc, je ne me penche pas sur mes sentiments. Mais je sais faire des blagues, je sais faire rire les gens. Et le rire, c'est une manière de mettre à distance les choses. Et donc, je suis assez bon pour faire le malin. Et dans un film, c'est très bien de faire le malin. Mais ça ne suffit pas pour faire un film. Voilà. On ne peut pas faire le malin jusqu'au bout. À un moment donné, il faut mettre quelque chose sur la table. J'ai découvert ça dans le cinéma à un moment donné. Il faut mettre quelque chose de soi-même qui ne soit pas juste être la bonne phrase, le bon mot, quoi. Et puis il fallait que j'y aille, quoi. Et donc, pendant le montage, petit à petit, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi ce voyage était si extraordinaire pour moi? Et en fait, tout d'un coup, j'ai compris que j'avais fait le deuil de mes parents. C'est-à-dire que moi, il y a un poème de Prévert, c'est très court. J'aimais bien les poèmes de Prévert parce que c'est très court, facile à apprendre. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi, dit l'homme à qui il n'arrive jamais rien. Et moi, j'étais ce mec. C'est que moi, il m'arrivait rien. Et je me plaignais de tout. Je disais, mais c'est pas possible. Alors, j'avais perdu mes parents, mais j'étais dans une vie très confortable. Et j'avais peur de tout. Et à un moment donné, j'ai appris à pas avoir peur. Mais ne pas avoir peur, c'est pas le danger, c'est pas les mines, c'est pas les balles, c'est la peur de l'avenir, c'est la peur de la mort, c'est ça la vraie peur. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment bloqué dans le passé et j'avais peur de la vie, en fait. Je voulais plus bouger, je voulais rester le plus proche possible de mes parents. Et donc, j'étais vraiment uniquement tourné vers le passé, en fait. J'avais mon passé qui était lourd, qui était... c'est le discours de Kennedy, mais Kennedy, il dit... donc lui, il est démocrate, c'est le symbole des démocrates, c'est l'âne, et le symbole des républicains, c'est l'éléphant. Et il dit... les républicains, ils sont à l'image de leur animal totem. L'éléphant, une énorme mémoire, aucune imagination. Et moi, j'étais fabriqué pour la mémoire. Toute ma vie, c'était du passé, sur plusieurs générations. C'est mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est ça qui me tenait, en fait. Mais je ne voyais pas du tout ce que je pourrais faire dans l'avenir, en fait. Et ce voyage, tout d'un coup, le monde s'est ouvert. C'est-à-dire, tout d'un coup, le monde est devenu intéressant. Et puis, j'ai commencé ma vie, en fait, une vraie vie. C'est-à-dire que je suis allé vers... J'avais plus peur de rencontrer autre chose que mon passé. Ouais, ton personnage dit, l'esprit n'est pas là pour me faire du mal. Ça fait un moment qu'il m'a sauvé la vie. Il y a vraiment... je trouve que c'est vraiment quelque chose, une maxime qu'on pourrait donner à tous les voyageurs, quoi. Par rapport à l'inconnu, par rapport à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça où tu te jettes dans le voyage et le voyage quelque part te sauve. Ouais, c'est aussi particulier. C'est ce qu'on sent dans ton film et ce qu'on aussi... moi, j'ai jamais voyagé dans cette partie du monde, mais quand on voit les visages que tu photographies, il y a vraiment... ces visages donnent quelque chose de... Après, c'était cette période-là, cette parenthèse-là, peut-être un peu dorée, mais en miroir, ça donne quelque chose de l'autre qui, je sais pas, qui nous aide, qui nous transforme, ouais. Moi j'ai trouvé ça assez fort. Oui, il y a ça, ceci de particulier en Afghanistan, alors peut-être dans d'autres pays, mais c'est que l'Afghanistan il est très dangereux pour les Afghans en fait. Les personnes qui risquent leur vie dans la voiture, c'est notre chauffeur et notre traducteur. Eux, ils risquent vraiment leur vie en fait. Eux, ils vont rentrer à Kaboul, on connaît leur adresse, on peut les retrouver, et nous, on fait que passer. Déjà pour cette raison. Mais l'autre raison, c'est qu'en fait, le voyageur, c'est quelqu'un de respecté. Donc, si quelqu'un se donne la peine d'aller toquer à votre porte, pour autant qu'il ne soit pas là avec une voiture blindée et un M16, eh bien, on l'accueille comme un hôte. En fait. Et donc, on est souvent arrivé chez des malfrats, parce qu'il y a des petites frappes, il y a des petits commandants qui
pillent, qui volent, qui font des choses abominables. Mais comme on arrivait chez eux, eh bien, ils nous offraient du thé et ils nous accueillaient, parce que voilà, c'est très important d'accueillir. C'est le donneur complet qui nous vole, en fait. Et donc, je me rappelle, il y avait un type qui s'appelait Fatoullah Khan, qui portait pas mal son nom. C'était vraiment, on nous avait dit, oui, alors dans cette zone-là, nord-ouest, l'aide internationale, en fait, la moitié de l'aide est volée, en fait. Et on a un gros problème, parce qu'il n'y a que la moitié de l'aide qui arrive aux populations. Et donc, on arrive dans cette zone, on va voir ce petit commandant local, qui s'appelle Fatoullah Khan, et qui nous dit, et on lui dit, alors, c'est très étrange, mais dans cette zone, la moitié de l'aide est perdue, le WFP, le World Food Programme, nous a dit, et il dit, oui, c'est très étonnant. Et puis, pendant ce temps, pendant qu'il nous parlait, donc il était là, et là, il y a une fenêtre, et par la fenêtre, il y avait un camion qui déchargeait des sacs de riz WFP dans un entrepôt qui était son entrepôt. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire dans les pays juste après la guerre, c'est qu'il n'y a pas de masque en fait. Les méchants sont méchants, les idiots sont idiots, enfin tout est à livre ouvert. Et on voyait ça, puis c'était ces mecs, mais c'était sous notre nez. Et lui, il voyait bien qu'on voyait ça, et qu'on était journaliste, et qu'on allait évidemment l'écrire. Mais on était sous sa protection, et il nous a logés pour la nuit, et le lendemain on est parti, il nous a donné à manger, et puis il nous a souhaité bonne chance pour la suite. C'est-à-dire que c'est inimaginable ailleurs, mais à Medellín, je pense que c'est inimaginable, mais en Afghanistan, c'est possible. S'il y a des questions encore. On a vu le film ou pas ou, Oui, la plupart. Ouais. En salle ou en vidéo? Salle. Salle. Ok, une vie salle. Ouais. Merci. Moi, je l'ai vu en salle et les gens ont applaudi à la fin de la séance. J'avais jamais vu que ça dans un cinéma. On était genre 8. Genre, on n'était pas beaucoup, mais les gens ont applaudi, donc là, je pense que c'est un bon retour à vous faire. Merci beaucoup. Hein. J'ai adoré et surtout l'innocence du récit ultra personnalisé, l'histoire dans la grande histoire, et je me demandais, vous avez un peu abordé le sujet, mais enfin quand même c'est pas anodin avec les bandes que vous aviez de faire ce film avec ses caractères, avec votre histoire personnelle. Enfin, comment ce ton et cette innocence avec en même temps des sujets hyper forts du deuil de vos parents et tout ça, comment vous avez été aidé ou parce que en tant que créateur parfois on se dit ça va être un ego trip, je vais me montrer moi et tout ça, alors qu'en fait pour moi le film il a un intérêt incroyable parce que justement c'est votre histoire, alors que c'est pas un ego trip, c'est l'histoire de votre vie, mais c'est ça qui fait tout l'intérêt, je trouve. Alors moi j'ai été beaucoup aidé par mes producteurs, par la télévision romande. Vous êtes très étonnant. On pense toujours que les producteurs et la télé c'est des crétins et qu'ils nous disent que il faut pas faire ça et puis ça plaira pas et tout. Alors c'était tout le contraire. Ils m'ont dit écoute, parce qu'on a fait 5 versions du film, on l'a construit au montage. On a fait un premier film d'1h30, au bout d'1 mois et demi, on a et puis on l'a montré. Et ils n'ont pas souri une fois. Et ils ont dit ouais c'est terrible, c'est vraiment pas bon, on s'ennuie. C'était un truc un peu plus classique sur l'Afghanistan, c'était beaucoup plus centré sur l'enquête et tout. On dit mais enfin, il y a quelques passages où tu parles de toi, il faut que tu parles de toi, il faut qu'on sache qui parle. Donc ils m'ont vraiment poussé à faire ça. Ils m'ont poussé dans cette direction. J'ai été aidé pour ça en fait. Donc je l'ai pas fait tout seul. Oui, c'est pas évident de parler de soi. C'est mon premier film, donc évidemment je ne savais pas ce qui était autorisé ou pas. À un moment donné, il faut faire son film comme on a envie de le faire. L'autre chose, c'est que mes parents c'était des voyageurs et ils ont fait plein de choses dans leur vie. Mes parents c'était c'était des gens de gauche qui aidaient les réfugiés, mon père c'était un avocat de gauche, on accueillait des réfugiés à la maison, il fallait sauver le monde. C'est des familles politiques. Et on a partagé ça avec eux. Mais quand ils sont morts, je les ai perdus assez tôt. Je les ai perdus, enfin pas très tôt, mais j'avais 24 ans. J'ai rien trouvé de personnel dans leurs archives, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait toujours leurs histoires de voyage, il y avait des photos de voyage, et des trucs. Tout ça, c'était super, c'était de la politique, c'était il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il n'y avait rien de personnel. J'aurais aimé qu'ils me disent « Ah, ce moment dans la vie, c'était terrible. Là, j'ai pleuré. Quand j'ai raté ça, c'était catastrophe. » Enfin, j'avais envie
de trouver des failles, des choses qui me seraient utiles, autres que des grands principes, enfin même pas des grands principes, mais disons la surface en fait. En fait, j'ai eu accès à la surface. Et donc moi, évidemment, 20 ans plus tard, comme j'ai des enfants, j'avais pas envie d'avoir un film qui reste à la surface. J'avais envie de parler de choses qui pourraient aussi être utiles à mes enfants. C'est-à-dire, encore une fois, de mettre quelque chose sur la table, de soi-même en fait. Et voilà, moi, évidemment, mon grand drame, d'après moi, c'était d'avoir perdu mes parents, mais évidemment, c'est un drame pour tout le monde va perdre ses parents, c'est dur pour tout le monde, alors pourquoi j'en parlerais? Mais en fait, c'est les choses les plus simples, parfois, qui sont les plus intéressantes à raconter, en fait. Et pour moi, c'était plus intéressant de parler de ça que de parler de... Voilà, si j'avais fait un film il y a 20 ans, en fait, si je l'avais sorti il y a 20 ans, j'aurais pas parlé de ça, mais j'aurais dit « Ah, j'ai risqué la mort, ah, je suis devenu un aventurier, on m'a toujours traité de lopette, dans mon village, moi j'étais vraiment un gringalet qui avait peur de tout, enfin, ouais, je disais, ah, tu tiens comme une fille, tu marches comme une fille, ouais. C'est mon village, mais j'adore mon village. Mais enfin, j'étais toujours le gringalet et tout. Et donc, je pense que si j'avais fait ce film en rentrant de mon voyage, j'aurais roulé un peu les mécaniques en disant ouais, regardez, j'ai pas eu peur. Alors qu'en fait, comme un grand reporter. Voilà. Alors qu'en fait, et pour Serge et Paolo, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu pas mal de trucs sur les grands reporters et comment les grands reporters se comportent aux tables des grands reporters parce qu'ils se retrouvent à Kaboul. Et c'est impressionnant, mais ça devient des gorilles, comme ça ils sont là. Moi je les trouve touchants, moi j'ai adoré ce monde-là, mais aussi parce que quand ils se retrouvent, ils sont là, ouais, moi j'ai pris une balle dans la jambe, là, c'était comme ça, c'était dans les territoires occupés, là, ouais, alors moi je me suis fait arrêter par le Airchad et tout. Mais... Puis en fait, c'est évidemment les failles de Serge et Paolo que j'adore. C'est leur problème avec leur mère, c'est leur problème avec enfin, ils ont faut voir Paolo qui... Elle est pas dans le film, cette scène où on est... C'est comme... Ah mais oui, parce que c'est en Irak. Bref, on est en Irak, on est dans le triangle sunnite. On sort, tout le monde nous dit, nos amis qui sont en dehors nous disent « Barrez-vous, parce qu'on va vous descendre dans les 24 heures, on va vous descendre, parce que l'Irak c'est beaucoup plus long. » Et il faut rester dans la voiture, on va partir. Et là, Paolo reçoit un appel de son père, et il sort de la voiture, et il dit « Allô, au Canada ?» Et quand on s'est lui parler de 5 km, là, et rentre dans la voiture. Il était là, parce que c'est très important que son père l'appelle, qu'il reconnaisse un peu son travail, enfin, tu vois. Et puis, je disais, mais... Bref, donc évidemment, c'est les failles qui m'ont intéressé. C'est pour ça qu'en 20 ans, j'ai eu le temps de creuser. Savoir pourquoi est-ce que ces mecs, ils étaient finalement là, à risquer leur vie pour un boulot qui leur rapportait rien. Parce qu'en fait, il faut comprendre que ce voyage, ils ont perdu de l'argent avec ce voyage. C'est ça le bout de la discussion. C'est qu'ils sont tellement mauvais en comptabilité qu'en fait, ils ont perdu de l'argent, même en faisant des faux frais. Et donc, ça fait mal. Donc, ils comprennent ça à la fin du voyage, qu'en fait, ils ont perdu de l'argent. C'est la fin de la discussion. Je ne l'ai pas mise en entier, mais à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, les 20 000 qu'ils avaient, ils en ont dépensé 25 ans. À cause de Paolo, qui n'a pas su gérer les films et tout. Voilà. Bref. Et donc, bref, voilà, c'est leurs failles qui m'intéressent. Et donc, pourquoi ils se retrouvent là? Moi, j'ai demandé à Serge, d'où ça lui venait. Puis en fait, il a une espèce de rage. C'est un peu comme le comte de Monte Cristo, Serge. Il a une blessure profonde. Et cette blessure, il a toujours rêvé d'être grand reporter. Mais genre, à 10 ans, il voulait être grand reporter. Et il avait une prof de français qui lui mettait des 4 sur 10. Et il se donnait de la peine pour écrire des trucs de dingue. Et il a toujours, sa vie, c'est, dans son pays, on te met un 4 sur 10. Ça, c'est l'histoire de Serge en Suisse. Et ça l'a profondément blessé, en fait. Et c'est marrant, parce que, et puis moi j'ai mis évidemment un faux nom, je disais non, mais il faut mettre le vrai nom. Et c'est vrai, en fait, ça l'a vraiment blessé en profondeur. Et donc ça, pour moi, c'est de l'information intéressante sur un journaliste. D'où ça vient cette volonté, qu'est-ce qu'il tient en fait? C'est que, évidemment, il y a la recherche de la vérité, il y a la détestation du mensonge, de la manipulation, mais dans le fond, il veut montrer que oui, il peut y arriver à sa prof de France. Tu en River Moon 2 en Irak, juste ou... Alors, mon prochain film commence en Irak, oui, mais je ne vais pas faire tout le tour de l'Irak en fait. Là, mon prochain film, ce sera l'adaptation d'une enquête sur le béton. Mais enfin très différente de l'enquête qui a donné lieu à une bande dessinée que j'ai fait avec ma femme parce que ma femme est architecte et normalement mon prochain film s'appellera Ma femme est architecte. Voilà. J'ai pas tout suivi là. C'est un doc cinéma
Mais ça commence en Irak, parce qu'en Irak, en fait, c'est étonnant, mais dans tout ce tour délirant de l'Irak, qui est un peu le même tour que l'Afghanistan, mais un peu plus chaud, on tombe tout d'un coup, on nous dit « Ah, mais vous êtes dans le village du premier milliardaire en dollars d'Irak, en fait. » Ah oui, c'est un Kurde. Allez le voir, ils vendent du béton. Et donc je disais c'est dingue, et ça m'a pas du tout frappé sur le moment, mais quand j'ai commencé mon enquête, je me suis dit c'est dingue en fait. Le premier milliardaire d'Irak, c'était pas un banquier, c'était pas un type qui était dans le pétrole, c'était pas un marchand d'armes, c'était un vendeur de béton en fait. Ça dit beaucoup en fait sur l'attrait du béton, ce que c'est en fait comme matériau fantasmagorique pour devenir immensément riche. Voilà Alors, pourquoi ça commence en Irak. Je t'avais fait choisir un extrait, on le passe Oui. Oui, c'est un peu long, mais. Non, oui, c'est là. Qui tient boutique en face de l'hôtel s'était plié en 10 minutes. S'il n'y a pas de son, ce n'est pas parce que nous sommes sur la Lune, mais bien parce que j'utilise cette caméra vidéo pour la première fois de ma vie. Je ne sais donc pas encore qu'il faut appuyer sur le bouton on du micro pour que ça marche. L'Afghanistan, en ce début du XXIe siècle, c'est le plus grand champ de mines du monde. Côté blanc des cailloux, vous êtes en sécurité. Côté rouge, vous risquez d'être pulvérisé. Merde, c'est grave. Même au milieu de nulle part, Serge est pressé. Nous sommes à 20 km de Bagram, la plus grande base militaire américaine du pays. Et il ne veut en aucun cas rater la conférence de presse du colonel Davis, fixée à 9h précises. Oh. On va être 20 minutes en retard. On est resté ici 10 minutes, ça change vraiment. Ça change parfaitement les choses. C'était moins 20 et maintenant il est 9h. Serge s'est tout de suite imposé comme le leader du groupe. Il est d'origine genevoise, d'un père architecte espiègle et d'une mère féministe de bonne famille protestante, d'obédience calviniste révolutionnaire. À 13 ans, le petit Serge lit déjà Jack London et doit sa première grande blessure à Madame Rottenmeier, une professeure de français acariâtre qui lui donne l'humiliante note de 4 sur 10 pour un récit d'aventure dont le héros est un ornithorynque, alors que Martine Bollomer reçoit un 10 pour sa rédaction sur le bonnet. Depuis ce jour, la vie de Serge est consacrée à donner tort à Madame Rottenmeier, et tout ce qui l'écarte de cette noble quête est du temps perdu. Il était moins 20, on laisse 20 minutes ici. Je ne sais pas si tu le montres ou pas, mais si tu nous vends le colonel Davis, il faut être à l'heure. Il n'y a qu'une seule entrée par jour, c'est à 9h, on va pas arriver à 9h11, c'est tout. Je te le dis parce que c'est... Il y a sur les très par jour. Il faut être là à 9h pour se présenter. Il y a une entrée par jour à 9h. Est-ce que vous êtes... Je prends l'intérieur de la base à 9h, je fais à 9h dans la base. À 9h20, la navette est partie. Si tu veux, hein. Is Bagram far still? Not very far. Paolo, c'est le deuxième protestant de cette bagnole. Il parle avec un accent italien, parce qu'il a grandi à Florence. Et j'apprends que son père est un pasteur canadien, et sa mère une féministe hollandaise d'obédience luthérienne. Bien que teintée d'austérité protestante, l'éducation du petit Paolo est grandement influencée par la flamboyante campagne catholique environnante. Alors que Paolo est étudiant en histoire de l'art à l'université de Florence, son père abandonne la demeure familiale en laissant un mot sur la table. Je pars pour l'Afrique soigner des orphelins. En réalité, son père s'est envolé pour la Californie. Il a rejoint une pulpeuse agente immobilière,
roule désormais un Ford Mustang décapotable, porte des pantalons en cuir et fume de la marijuana. Les couleurs flamboyantes du Quattrocento volent en éclats dans la tête de Paolo. Il décide alors de devenir photographe de guerre pour scruter le monde à travers un format carré noir-blanc de son Hasselblad. Obéissant ainsi scrupuleusement à la règle de ceux qui se coiffent avec les balles, les drames ne se racontent jamais, au grand jamais, en couleur. C'était de la couleur, Paolo? Voilà. On a vu la présentation des deux personnages principaux. Pardon. Oui. Pardon. Donc ça c'est, je vais vous présenter très vite ces personnages, mais ça c'est un truc de... Moi j'ai pas une grande culture du documentaire. Ma culture c'est vraiment le cinéma le cinéma, je veux dire, la fiction. Et en fait, une des règles de la fiction, j'en ai utilisé beaucoup dans ce film, c'est le plus rapidement possible montre les personnages, montre qui ils sont en fait. Et donc je me suis dit bon bah je vais vraiment faire, je vais y aller comme ça quoi. Je fais comme on le fait autour d'une table quand je dis bah vous connaissez pas Serge, bah Serge voilà c'est ça son histoire, Voilà, quand on sait pas très bien comment il faut faire les choses, c'est pas mal de le faire comme on le sent que de dire qu'on le fait comme on le sent. Donc c'est pour ça que le fait qu'il n'y ait pas de son au début, je trouvais ça très bien parce que autant dire qu'on ne sait pas utiliser une caméra vidéo quand on ne sait pas le faire, ne faisons pas semblant de... Puis on utilise les problèmes comme des solutions pour le film. Et voilà, donc ça c'est une des règles que j'ai essayé d'appliquer, c'est très rapidement. Les personnages principaux, qui ils sont, où ils veulent aller. Voilà. Bah, c'est bien parce que je commence par, je vais finir par ma première question, la question que je vous ai vue. Donc c'est ta première image de cinéma ou ton premier film qui t'a marqué. Voilà, au cinéma ou à la télé ou un personnage, un film. Ouais, moi en fait, je pense que très rapidement, c'était Sergio Leone. Voilà, parce que... Tu étais très jeune alors. Ouais, parce qu'en fait, on voyait beaucoup de choses à la télévision en Suisse. Moi, j'ai vu plein de films, en fait, grâce à une émission qui s'appelait Spécial Cinéma, présentée par Christian Defaille. Donc, tous les lundis soirs, on avait un film. Et donc, j'ai vu très tôt des Sergio Leone, dont Le Bon, la Brute et le Truand. Et je me rappelle qu'à 10 ans, j'avais une cassette que j'écoutais sur mon Walkman. C'était Ennio Morricone, tous les westerns de Sergio Leone. Et oui, Sergio Leone, je trouve... pour le coup, les personnages sont caractérisés. Oui, et puis à ce côté, on prend un genre mineur, enfin un genre qui est passé de mode complètement, qui est le western, et on va en faire un truc qui est un opéra en fait, qui est autre chose, qui est dingue, quoi. Voilà. Moi, et d'ailleurs, souvent, quand je rencontre les gens avec qui je m'entends bien, c'est des gens qui aiment bien Sergio Leone. Je me Philippe dans la il y a un côté extraordinaire chez Sergio Leone, c'est le rythme, c'est le temps. C'est-à-dire que les duels dans Sergio Leone, c'est extraordinaire. C'est 10 minutes d'attente et puis la résolution, c'est un coup de feu en fait. Voilà. Alors que les westerns, normalement, c'est et on meurt pendant des heures, et puis on tire encore, puis il y en a un deuxième qui sort, et Sergio Leone, non, c'est pas ça. C'est tu tires le temps et paf, il y a une espèce de concentration comme ça. Je crois que c'est les gros plans, les plus gros plans de l'histoire du cinéma. Alors ça, bon, moi, je parle Le Bon, la Brute et le Truand parce que c'était mon film préféré quand j'étais petit, mais quand j'ai vu Il était une fois dans l'Ouest, c'est devenu mon film préféré de Sergio Leone. Et le duel final avec Henry Fonda qui fait son seul rôle méchant, parce qu'il n'a jamais joué de méchant, Henry Fonda, sauf dans ce film-là, et il ne joue pas n'importe quel méchant, c'est un méchant qui tue des enfants. Donc vraiment, c'est un super méchant. C'est le mal absolu. Et il y a ces questionnements, pourquoi est-ce qu'Harmonica est là jusqu'au bout, et il meurt et il comprend au moment où il meurt quand il lui met l'harmonica dans la bouche. Enfin, c'est dingue. Voilà, c'est toute cette espèce de et en arrière-plan l'histoire de l'Amérique. C'est ça, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. En réalité,
c'est le plus beau film sur la guerre de sécession. Il n'y a pas eu vraiment super film sur la guerre de sécession. Moi, je jouais beaucoup au Petit Soldat, donc la guerre de sécession, c'était quelque chose d'important pour moi, c'est fondateur pour l'histoire de l'Amérique. Et en fait, Sergio Leone, un Italien qui va tourner ses films en Espagne, et il fait le meilleur film sur l'absurdité de la guerre de sécession. C'est Le Bon, la Brute et le Truand. Et ces personnages, ça devient une espèce de personnages mythiques comme ça, qui sont super méchants, super bêtes et super gentils en fait. J'adore. Vraiment. Donc ça c'est mon premier. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose parce que c'est marrant parce que dans les réponses tu mettais Candide et Bouvard Pécuchet, mais il y a quelque chose par rapport à la bêtise, l'innocence, qui sont portés par des personnages et qu'on peut retrouver aussi, c'est-à-dire que la bêtise fait partie, la bêtise humaine, quoi. Ça fait vraiment partie du cinéma et ça vient apporter quelque chose. Et c'est vrai que dans les films de Sergio Leone, il y a le truand est toujours celui qui se fait enfler, qui se fait arnaquer, qui est toujours un peu à la remorque de l'action comme ça, et qui est quand même caractérisé par sa bêtise, quoi. Ouais, qui se trompe sur la couleur des uniformes. Et c'est le meilleur personnage. Moi je trouve que c'est celui qui apporte le plus de couleurs. Et on a peur pour lui à la fin, on aimerait qu'il ne meure pas, heureusement il ne meurt pas. Alors que Blondin, qui est le personnage qui est porté par Eastwood, au bout d'un moment, il n'est pas ennuyeux, mais il est droit comme un i, comme ça. C'est pas celui qui nous fait tripper, quoi. Évidemment que c'est le truand qu'on préfère. Ben oui. Et quand il va fabriquer son pistolet, son revolver, il écoute le bruit, clic, 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 puis il mélange les différents revolvers. Hop, il arrive au bon. Non, il est évidemment extraordinaire. Très attachant, en fait. Oui, bien sûr. Alors moi, je me suis souvent. Alors au début, je me disais, mais c'est qui le truand, c'est qui le bon? Alors je me disais, bon, qui est la brute dans Serge Paolo et moi, puis ça correspondait pas en fait, parce qu'il n'y a pas de super méchant, il n'y a pas de... Mais Paolo aurait fait un bon truand en fait. Aurait fait un bon truand. Il est attachant comme ça. Il est attachant, mais il est un peu... Il est un peu belâtre aussi, il est un peu bel-italien. Ouais. Mais Serge, je trouve, est vraiment celui qui est le leader qui s'impose, quoi, qui s'auto-impose, quoi. Oui, lui, c'est un peu le bon, en fait. Il aurait ce rôle-là, en fait. Oui. Mais moi, je peux pas avoir le rôle de la brute. Non, ça va pas. Non. Bon, Claude, Sébastien, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Donc le DVD est en vente à la caisse et tu voudras bien le dédicacer? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bien sûr.